Donc effectivement, on va maintenant dans cet atelier s'attacher à l'innovation sur la mobilisation du bois énergie. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, Nicolas, du bois énergie et des usages du bois en forêt, mais aussi l'innovation, entre guillemets, sur le suivi et les usages du combustible. Donc on va parler d'innovation technologique, logistique, oui, mais aussi organisationnelle, et puis l'innovation sur le rapport aussi au bois et à l'usage du bois actuel. Donc pour ça, je vais introduire les différentes interventions au travers d'une petite introduction. Donc là, c'était juste pour rappeler, dans le cadre du schéma régional biomasse et de la PPE, et cetera, les différents objectifs à atteindre pour envisager pour 2035. Donc passer de 0,9 millions de mètres cubes de bois forestier pour l'énergie à 1,3 supplémentaire en 2035. Et puis sur les connexes de transformation, sachant que c'est surtout des connexes de la première transformation, passer de 1,9 à 2,2 supplémentaires. Alors, on peut partir d'un constat déjà, c'est que les massifs forestiers feuillus sont aujourd'hui quand même majoritaires en surface et pourtant peu mis en œuvre. Alors du coup, dans ce cadre-là, on aura l'intervention de Julie Ergotte, architecte dans l'Ain, qui mobilise du bois feuillu dans la construction. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus on essaye de mobiliser du feuillu, plus ça veut dire qu'il y a de l'exploitation de feuillu, donc gisement aussi non négligeable de coproduits du bois, de sous-produits du bois qui peuvent être utilisés pour l'énergie. En haut à droite, vous voyez 56% des volumes quand même difficiles à exploiter. Ça, c'est à la fois pour, et surtout d'ailleurs pour le résineux avec des étagements où on retrouve plutôt cette essence. En bas à gauche, c'est la répartition aujourd'hui des sillages par essence, où on voit que, voilà, effectivement, ça reste quand même majoritairement le résineux. Autre constat, de nombreux massifs, et c'était ce qu'il y avait auparavant là sur la diapo, il y a eu un petit saut de diapo. De nombreux massifs dont l'accès est parfois délicat, et donc des massifs qui font l'objet d'enjeux économiques et environnementaux importants. Et là, on aura l'intervention de Catherine Rion de l'ONF sur justement la sortie des bois et les impacts qu'il peut y avoir des différentes techniques. Donc voilà, 56% des volumes difficiles d'accès, et puis quelques chiffres, quelques données supplémentaires à droite que vous pourrez reparcourir par la suite. Autre constat, le bois énergie, un éco-bilan compétitif et une énergie performante. Alors effectivement, ça j'en avais déjà parlé hier par rapport au captage CO2 et aux tonnes de CO2 émis selon les différents comparé entre les différents types d'énergie aujourd'hui qu'il existe sur le marché. Et puis, quand on parle d'éco-bilan, on parle aussi de l'énergie grise, donc l'énergie nécessaire pour avoir une énergie utile, une énergie finale, où là, effectivement, le bois reste aujourd'hui, quelle que soit sa forme, reste quand même très compétitif. Donc là, on verra avec notamment Éric Vial de Propelay qui nous parlera de certaines installations au granulé, par exemple, qui arrivent à des rendements toujours supérieurs. On parlera de pouvoir calorifique inférieur, mais aussi de pouvoir calorifique supérieur, j'imagine, et il nous en dira plus tout à l'heure. Et puis, un dernier constat pour introduire les intervenants, le bois, un combustible hétérogène qui appelle à la vigilance quant au suivi des stocks. Donc là, on aura l'intervention notamment du gérant de Woodstack, Gérard Polier, qui nous fera une petite intervention sur des logiciels, des applications qui permettent de suivre les stocks, mais aussi de suivre la qualité des approvisionnements, donc origine, granulométrie, humidité, pour optimiser les flux. Et là, donc, on aura l'intervention de Mathieu Petit, qui nous exposera des études et des travaux en cours, notamment sur des capteurs d'humidité embarqués pour suivre la qualité de la plaquette, puisqu'on le voit au travers notamment de la petite image en bas à droite, que en fonction des types d'installation, des puissances, les combustibles doivent répondre à un cahier des charges et certaines qualités qui sont bien différentes selon les types d'usage.
d'où la nécessité de pouvoir suivre ces combustibles et d'optimiser les flux in fine. Donc, du coup, je vous propose de commencer avec Julie Ergotte, que j'ai vu connecter, qui doit être là. Je vais lui donner… Julie, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Est-ce que vous Parfait. m'entendez? On vous entend et normalement, je vais vous donner la main hop, sur le diapo. Là, normalement, vous devriez… Si vous voyez ma souris qui tourne, non? Non. Non, non, a priori, ça ne veut pas fonctionner. Ah si, 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 allez-y. Oui, d'accord. Sauf qu'en fait, ça marche sur le diapo. Alors, je vais garder la main, vous me direz, parce que ça marche avec les deux écrans. Ça marche sur le diapo de gauche de mon écran, mais pas celui qui est en ligne. D'accord, très bien. Ouais. Hop, je vais reprendre la main. Voilà. Donc, peut-être que là, oui, moi, peut-être pour introduire, effectivement, quand on parle des essences, avant que vous laissiez la main là-dessus, effectivement, on peut retrouver différents usages possibles de bois feuillu. Donc là, juste pour illustrer, vous avez mis quelques photographies bois feuillu mobilisé, soit pour de la charpente, du garde-corps, de la menuiserie. Voilà, ce sont des petites images qui permettent d'introduire votre intervention. Je vous laisse la main, Julie. Oui. Alors, par où démarrer? Est-ce que vous voulez que je m'appuie sur nos dernières réalisations dans lesquelles on a Oui, tout à fait. mobilisé, ou est-ce que je fais une partie générale? Peut-être peut-être sur la technicité, au travers peut-être justement de vos divers Oui, on peut que vous avez s'appuyer. Donc là, je vois que vous affichez effectivement l'extension de bureau qu'on a fait pour la coopérative forestière Coforêt, donc à Lamure-sur-Azergue. Où là, étant donné effectivement le maître d'ouvrage qu'on avait, l'objectif de ce bâtiment était de faire un petit peu un showroom, une présentation de ce qu'on pouvait faire avec différentes essences. Donc, on a marié effectivement du résineux et du feuillu dans ce bâtiment. Donc là, on parle aujourd'hui plus du feuillu dessus. Si on regarde effectivement les photos du bâtiment, donc avec la diapo suivante, et notamment, donc là, voilà, on voit globalement l'extension, on a des avant-après. Le feuillu est plus présent donc à l'intérieur. Là, la charpente et le bardage sont en Douglas parce qu'on est quand même au cœur du massif quand on est à la mure sur Azergue. Et donc, sur la diapo suivante, je vous laisse peut-être tourner. Voilà. Donc là, on voit que le parement intérieur des murs est en contreplaqué peuplier. Donc ce contreplaqué n'est pas donc que notre finition intérieure, c'est également notre panneau de contreventement. On a effectivement une démarche sur nos bâtiments où on essaye de solliciter un minimum de quantité de matière sans perdre au niveau du confort des usagers et de la demande initiale du maître d'ouvrage, mais effectivement par souci de respect de l'environnement et pour faire des bâtiments qui soient éco-responsables, on essaie de solliciter un minimum de matière. Donc ça passe également par le fait de pouvoir, par exemple, enlever les doublages. Donc on ne fait pas de doublage intérieur. Et donc, on se sert du panneau de contreventement en panneau de finition intérieure. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, en l'occurrence, ce contreplaqué peuplier a été fabriqué dans la Sarthe et le bois est issu de peupleraies qui sont à 100 à 200 km autour de cette entreprise. Donc, sur tout ce chantier, on a fait en sorte de pouvoir être sûr de la provenance des bois et de solliciter au maximum des bois locaux ou des bois français. Donc, pour tout ce qui est résineux, c'est effectivement en Auvergne-Rhône-Alpes de connaître les provenances. On a effectivement des habitudes de travail avec des scieries, avec des entreprises donc de première et de deuxième transformation. Et donc pour la partie feuillu et peuplier, on a été un petit peu plus loin, mais tout en restant dans le bois français. On a sur ce chantier également du mobilier qui sera en hêtre, là pour le coup local. Voilà ce que je peux dire pour
cette partie-là. Et donc, sur notre autre chantier, donc, qui là est un lycée dans l'Ain, cette fois-ci, à Saint-Didier-sur-Chalaronne, donc entre Mâcon et Belleville, à 1 heure au nord de Lyon. Là, donc, on a livré une première partie du bâtiment, donc celui qu'on voit à droite là, sur les photos. Celui qui est de plein pied, on l'a livré en 2017. Et celui qu'on voit au centre, là, qui fait un R+2, celui-là, on est en train de le livrer, donc il sera prêt pour la prochaine rentrée scolaire là, en septembre. Donc les deux sont effectivement tout en ossature bois local, bien évidemment. Et au niveau de l'usage du feuillu, on a par exemple les menuiseries extérieures qui sont en chêne rouge de la Dombes. Donc, où là, on a effectivement les provenances des bois. Et au niveau transformation, ils ont été sciés donc par la scierie Pépin, qui est à 1 heure du chantier. Les carrelets, enfin, ces éléments ont ensuite été transportés et amenés dans l'entreprise La Bourguignonne, qui est donc dans le 71. Donc, on change de région, on ne va pas bien loin non plus, à 1 heure. Là, les carrelets de chêne rouge ont été préparés et ensuite ont été amenés chez le fabricant de menuiserie Philibert à Villefranche pour être du coup usinés, préparés avec le vitrage, le capotage alu à l'extérieur et est revenu sur le chantier. Donc on a effectivement des bois qui ont passé, on va dire, 3 heures et demie sur la route, mais pas plus, avec des transformateurs locaux. Des fois, la menuiserie, c'est un petit peu ce qui peut faire peur en bois local et notamment en feuillu, parce qu'il faut quand même plus de transformateurs, par exemple, qu'une charpente, où là, ben voilà, il y a la scierie qui le scie, et ensuite c'est chez un beauté taillé, et le charpentier l'amène sur le chantier. Là, pour la menuiserie extérieure, il faut un peu plus d'étapes, mais c'est faisable quand même. Et donc, voilà, sur ce chantier, il y a des fenêtres donc, sur ce bâtiment de plein pied, sur le bâtiment de classe. Et également, quand on voit là, alors si vous mettez votre page 17, donc là, on a montré les coursives, mais toutes les menuiseries extérieures, voilà, toutes les fenêtres que vous voyez là sur ces bâtiments-là. Donc là, vous voyez le capotage alu, donc on ne se rend pas trop compte, mais c'est de la menuiserie en chêne rouge, de là. Et donc, si on passe sur les diapos 18 et 19, on retrouve, donc là, ce sont des vues d'intérieur, donc on voit les fenêtres de l'intérieur et on voit également l'escalier qui a des marches qui sont également en chêne rouge de lin. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier pour vous, en tant que maître d'œuvre, architecte, d'utiliser justement plutôt du feuillu que du résineux sur ce genre de projet? Alors, en escalier, par exemple, quand on est dans du scolaire, grand trafic, établissement recevant du public, je ne m'amuserai pas à mettre du résineux qui va être effectivement un peu trop tendre et moins résistant. Donc, quand dans du logement, par exemple, on va pouvoir passer en hêtre, éventuellement en châtaignier. Là, sur du scolaire, il n'y a pas, hein, le chêne va rester le plus dense, le plus dur et donc le plus durable. Et c'est une essence qu'on a localement. Dans l'autre dossier, donc les bureaux à coforêt, là pour les étagères, on peut utiliser du hêtre. Elles vont être beaucoup moins, elles ne sont pas au sol, elles sont moins sollicitées. Donc effectivement, on s'est dit on ne va pas mobiliser du chêne à cet endroit-là, alors que effectivement le hêtre peut tout à fait y trouver sa place et à avoir la bonne dureté, la bonne densité. Et ça nous permet effectivement voilà, de mobiliser différentes ressources au niveau de la forêt pour amener un équilibre et pas être mono-essence et demander toujours la même chose. Et au niveau des menuiseries extérieures, à ma connaissance, je n'en connais pas avec du carrelet de hêtre local. Il est possible que Territoire de Hêtre dans les Vosges travaille dessus, mais voilà, c'est en étude. Et effectivement, à ma connaissance, les carrelets locaux nous, avec lesquels on travaille, donc on a le chêne rouge de l'Ain, on a du chêne de Bourgogne, parce que voilà, ça, il y en a quand même beaucoup et c'est presque un classique. Là, on voulait essayer de rester régional. C'est pour ça qu'on est passé sur le chêne rouge de l'Ain plutôt que le chêne de Bourgogne, bien qu'on soit à 10 km
de la Bourgogne. Donc, il y a aussi des questions de volonté éthique et de démarche et de discours à porter auprès de la filière. On a comme ça qui guide effectivement nos choix sur le bâtiment. Donc pour le peuplier, j'ai expliqué effectivement que l'objectif pour le maître d'ouvrage était de mettre différentes essences en avant. Donc il y a du résineux, il y a du feuillu, il y a du peuplier. Là, on voit par exemple dans ce bâtiment de lycée, les parements intérieurs donc, sont en OSB, qu'on a juste peint légèrement en blanc pour avoir effectivement une ambiance qui soit plus lumineuse et plus claire. Mais on est dans le même principe que les bureaux en peuplier, c'est-à-dire que l'OSB qu'on voit là, c'est notre finition, c'est notre contreventement, et là, c'est même notre pare-vapeur. Donc, je sollicite moins de matériaux pour faire le même usage. Donc, en coût de revient, une construction comme celle du lycée qu'on voit là, on est à 1 500 € hors taxe du mètre carré pour une réalisation qui est entièrement en bois local, construite par des artisans locaux. On minimise la quantité de produits industriels qu'on utilise. Donc, au-delà de mobiliser de la ressource, on pérennise aussi les entreprises et les emplois du territoire en essayant que voilà, un chantier de cette ampleur, ça coûte quand même relativement cher. Donc, on essaie que les euros dépensés pour ça profitent au territoire sur lequel nous sommes. Et ça passe par des choix comme ça de ressources locales, résineux et feuillus, mais locaux en tout cas. Et du coup, ouais, vous parliez donc d'artisans locaux. Et donc, voilà, là, quelques chiffres, effectivement, et puis quelques documents que vous connaissez aussi, Oui. que vous utilisez. Donc, voilà, quelques informations complémentaires à votre… Oui. Du coup, effectivement, Fibois a produit des documents qui sont assez précieux avec des catalogues de produits bois où on a d'une part, effectivement, les sections un peu standards, les différentes essences, où les utiliser et également les documentations où trouver les entreprises. Nous, on a effectivement cette démarche en fonction de la localisation du chantier. On va commencer par regarder les matières et les entreprises à proximité pour essayer de concevoir en priorité avec ces matériaux-là. Donc, des catalogues comme ceux de Fibois nous font gagner effectivement beaucoup de temps puisqu'on identifie ces transformateurs, première transformation ou deuxième transformation en fonction des produits. Mais ça aide effectivement dans cette démarche de bois local. Les résineux et les feuillus sont distingués. Donc, après, c'est bien de connaître la ressource en forêt pour être cohérent et pas demander n'importe quoi. Si vous revenez sur la diapo, ça doit être la 16, je la vois pas là. Par déduction, voilà, là par exemple, le plafond qu'on voit sur les vignettes de droite est fait uniquement avec de la volige, donc là pour le coup en résineux, mais on est sur un plafond à très haute performance acoustique. Pour autant, il ne mobilise que des matières très très simples et très peu transformées. Là, on est juste sur une volige séchée rabotée, placée sur champ. Des sections standards, on a demandé à la scierie qui a fourni ce chantier quelles étaient ces sections standards et on a pioché dedans. D'accord. Et je vois qu'il y a une question. Alors, je pense que c'est sur… je ne sais pas si c'était sur Saint-Didier ou l'autre bâtiment, mais le coût au mètre carré d'une construction classique par rapport à ce qui a été fait là, On est-ce serait qu'il y a sur les mêmes prix. quelle est la Ça va être différence? 1 500 € hors taxe du mètre carré pour du bâtiment scolaire, lycée. Ce sont des prix relativement bas. Ok. Quand vous avez, donc là, on est sur du scolaire privé. Quand on voit publier effectivement les coûts de construction des écoles publiques, on voit qu'on est plus à 2 200 € du mètre carré que 1 500. Alors que là, donc, on a beaucoup de sanitaires, on a une cuisine qui va avec le réfectoire, on a un labo, donc on a des pièces relativement techniques tout de même. On est sur des bâtiments très très bien isolés, on est sur du bois local, les menuiseries sont toutes
bois, on est sur des prestations qualitatives et pour autant, le bâtiment ne coûte pas plus cher parce que en faisant des économies de matière, du coup, on a les moyens de payer ces matériaux locaux, même si avec du recul sur quelques décennies, voire centaines d'années, si on regarde comment étaient construits les bâtiments à l'époque de nos grands-parents ou nos aïeux, c'était une évidence de prendre le bois de la forêt. Là, on voit par exemple sur la diapo que vous montrez que les bâtiments initiaux de cette école sont en pisé, donc c'est la terre du site. C'était une évidence de se fournir sur place. On a cette aberration actuellement de dire c'est plus cher de prendre du bois local que de prendre du bois du Nord. Et quand on dit Nord, on sait bien que ce n'est pas le Nord de la France. Donc voilà, là, on essaie effectivement de faire la démonstration inverse, de dire, bon, si on le veut, si on a la volonté et si on prend le temps de concevoir notre bâtiment comme il faut, on peut utiliser des matériaux locaux, des savoir-faire locaux et que ça ne revienne pas plus cher. C'est un faux argument que de dire ah là là, on ne va pas faire en bois et on ne va pas faire en local, ça revient plus cher. C'est une question de volonté et de ne pas mettre plein de matière et de surcouches. Très bien. Merci, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas d'autres, à part des réactions comme quoi c'est impressionnant et que c'est un bel exemple. Il n'y a pas de questions. Merci. Donc, je vais vous remercier, Julie, pour votre Avec plaisir. intervention. Et nous allons laisser la place à Catherine Rion. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez Super. aussi? Oui, on vous entend. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous laisser la main parce qu'a priori, ça ne veut pas fonctionner. Oui, Donc, pas de souci. si ça ne vous dérange pas, je vais essayer de passer à chaque fois. Vous me faites un Pas de petit top, problème. et puis Oui, oui, ça. pas de problème. Donc là, on va plus se concentrer sur voilà, la mobilisation du bois énergie en forêt. On change un petit peu, hein, on est sur la construction, même s'il y a un lien. Là, on passe vraiment sur la mobilisation du bois énergie en forêt avec les différentes techniques, solutions qui existent et d'avoir un petit peu votre regard sur les impacts, on va dire, environnementaux, économiques ou autres de ces techniques. Oui, alors du coup, je vais effectivement faire un petit panel un peu des solutions, sachant que je précise que je ne vais pas forcément cibler que sur le bois énergie. Oui. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez en introduction, c'est que encore plus en montagne, on va dire, pour pouvoir sortir du bois énergie, il faut pouvoir sortir du bois d'œuvre. Tout à fait. D'une part parce que les coupes de bois énergie pure n'existent pas vraiment, on va dire, et que dans l'économie, on va dire globale, c'est souvent le fait de mobiliser du bois d'œuvre qui permet de sortir du bois énergie. Donc juste en introduction justement par rapport à ces questions de coûts, un petit schéma à gauche qui rappelle que effectivement mobiliser du bois en forêt, ça représente un coût. Et si on se place, on va dire, dans un contexte là de bois d'œuvre, donc le petit diagramme de gauche, si on part d'un bois en forêt avec une valeur au mètre cube de l'ordre de 40 €, donc on peut se dire qu'on est plutôt dans du résineux blanc standard. Eh bien, il faut effectivement l'abattre, il faut le débarder pour le sortir de la forêt. Donc, une fois sorti, on va dire de la forêt, on a déjà un coût qui est de l'ordre de 20-25 € du mètre cube en plus, selon les contextes. Et puis, il faut le transporter. Donc, on rajoute 10-15 €, voire plus de coût au mètre cube. Et quand on est sur du bois d'œuvre, il y a la transformation en scierie. Et on arrive finalement à un Pardon, prix d'essiage, non, c'est bon. Un prix d'essiage, alors ici un exemple bien entendu qui dépend de la qualité des sièges, de la qualité des bois, à 200 €
200 € du mètre cube pour un prix de départ bois d'œuvre de 40 €. Alors tout ça, c'est dû effectivement au coût de mobilisation, au coût de transformation et puis au rendement. Comme on le voit sur le petit schéma de droite, puisque quand on part d'un mètre cube de bois d'œuvre en forêt, on arrive à des rendements de sciage de bois d'œuvre de l'ordre de 50%, on va dire, selon l'essence, selon la qualité. Le reste étant du connexe, donc le connexe étant bien souvent effectivement valorisé pour du bois énergie. Donc moi, je vais vous parler surtout des deux, de l'aspect abattage et débardage. Donc sur la diapo suivante. Le système très traditionnel, montagne ou plaine, c'est de faire un abattage manuel, donc par bûcheron, avec un bûcheron, et de débarder les bois par skidder, donc le tracteur forestier tel que vous le voyez sur les photos. Alors ce système-là, qui est vraiment très répandu, quand on est en contexte comme en Auvergne-Rhône-Alpes, en contexte de pente, il présente des limites. C'est que ces engins ne vont pas au-delà de 30% de pente, ne peuvent pas accéder aux forêts. Et donc, on voit le petit schéma en haut à droite. Dans ces cas-là, on reste sur une mobilisation des bois de part et d'autre des pistes accessibles à ces engins, avec, grosso modo, une zone de prospection de 50 mètres en amont, 150 mètres en aval. Ça dépend des conditions. Et puis, quand on est effectivement en plaine, donc si vous pouvez avancer, voilà. Alors, c'est plus simple en plaine. On peut accéder avec ces engins, on va dire, partout. Alors, c'est un avantage et ça peut être un inconvénient. Mais en plaine, on peut aussi avoir des systèmes des débusqueurs, non plus avec treuil, mais avec pince, comme vous voyez en bas à gauche. Donc qui permettent de sortir plusieurs bois. L'inconvénient de ces systèmes, c'est que les tracteurs vont partout. Enfin, pour sortir avec des pinces, il faut qu'ils aillent au pied de chaque bois quasiment. Donc ça présente le gros désavantage d'emmener des engins partout sur les parcelles et de provoquer des problèmes de tassement. Donc, j'ai indiqué simplement les coûts, une fourchette de coûts avec ce système d'exploitation. Donc, bien entendu, on est un peu plus cher en montagne. Et pour du bois énergie, c'est pas forcément le système idéal, puisque on sort des grumes entières. Donc, on sort rarement des houppiers, par exemple, pour faire du bois énergie. Et pour les petits bois, c'est faisable, mais c'est pas forcément le système le plus adapté. En bas à droite, juste quelques informations sur les petites innovations dans ce système-là. C'est d'abord les choqueurs automatiques qui permettent de décrocher automatiquement les élingues. Et puis surtout, pour la pénibilité, pour faciliter le travail, le développement de câbles synthétiques, donc plus légers, qui permettent aux opérateurs au sol d'aller plus facilement accrocher les bois dans les pentes. Diapo suivante. Donc ça, c'était le système traditionnel. Et puis, ce qui s'est beaucoup développé, c'est aujourd'hui un système mécanisé terrestre avec donc la combinaison d'une abatteuse et d'un porteur. Et donc dans les systèmes assez innovants, vous avez en pente, donc sur les 3 vignettes affichées, la possibilité finalement d'aller exploiter dans des pentes allant jusqu'à 70%, avec des systèmes de treuil synchronisés, donc qui permettent d'alléger et de soutenir, on va dire, les engins dans la pente. Donc à gauche, vous avez la batteuse de 6 roues, et puis les 2 vignettes de droite, ce sont les porteurs, donc qui sont aussi aidés par des treuils. Alors ce système-là permet d'aller dans les pentes, mais uniquement dans des pentes relativement homogènes. Et dès qu'on est dans des pentes avec des obstacles, des blocs, des rochers, des petits ressauts rocheux, ces systèmes-là ne s'adaptent pas. Alors, en fait, ce système a d'abord été
été mises en œuvre en plaine, donc ce sont les vignettes du dessous, qui sont donc, enfin, c'est très adapté à un système à plat, avec la batteuse, le porteur, et on voit à droite que effectivement ça permet de sortir du bois énergie. C'est le système assez adapté, puisque on peut tout à fait abattre les bois, billonner et sortir les billons d'un côté, et puis tout ce qui est houppier, branche, donc ce qu'on voit à droite, sortir en fagot sur un porteur. Donc ça permet effectivement de mobiliser du bois énergie. Et puis j'ai mis une petite vignette avec les innovations aussi intéressantes. C'est au niveau des Trax. Alors traditionnellement on a des Trax à barrette. Ça c'est l'image du milieu qui permet d'accéder facilement, notamment dans les pentes. Et puis c'est développé ces dernières années des Trax à tuiles plates. Donc c'est la toute petite vignette qui permettent d'accéder, enfin de faciliter le travail sur plutôt sol humide, et qui normalement limite justement l'impact des engins sur les sols forestiers. Donc ça c'est une innovation qui est assez intéressante et qu'on essaye qui essaye d'être testée pour faciliter la mobilisation et limiter les impacts au sol. Donc les coûts, voilà, effectivement c'est un petit peu plus cher, notamment par le coût d'investissement des machines qui reste assez élevé. Et puis on a toujours ce distinguo entre plaine et montagne, puisqu'on ajoute de la difficulté. Diapo suivante. Un autre système qui est le câble aérien. Donc là, on monte un petit peu en technicité avec donc des systèmes de câbles avec un mât installé. Donc vous voyez les vignettes d'en bas, différents types de câbles, câbles sur remorque, sur tracteur, sur camion. Et à droite d'ailleurs des systèmes tout récents qui sont assez innovants, puisque les mâts sont directement supportés par le bras d'une pelle. Donc ce qui facilite, on va dire, l'installation des lignes de câbles. Donc ce système peut permettre de sortir du bois énergie. C'est la vignette du milieu en haut où on voit en fait à la fois des grumes et à droite on voit des houppiers. Puisque dans ces cas-là, les arbres sont sortis entiers, donc débardés le long du câble aérien et branchés bord de route, avec la possibilité dans ce cas-là de sortir du bois énergie. Les coûts, je pense qu'on peut les afficher, si vous pouvez passer. Voilà. Donc, le coût d'exploitation reste relativement élevé parce que c'est un système qui nécessite d'installer des lignes, donc les mâts terminaux, enfin le mât terminal et éventuellement des supports intermédiaires. Donc effectivement, ça nécessite de mobiliser localement suffisamment de volume pour que ce système soit rentable. Et c'est vrai qu'on est plutôt sur des chantiers qui mobilisent minimum 500, 800 mètres cubes, voire plus, c'est encore mieux. Ce qui est intéressant avec ce système, diapo suivante, c'est que finalement, on peut aussi faire du débardage par câble en plaine. Et ça, c'est des systèmes qu'on essaye de développer, puisque ça permet aussi de limiter l'impact des engins au sol, puisque là, en fait, il y a uniquement les bois qui sont traînés et on n'a pas d'engins terrestres qui pénètrent dans les parcelles. Donc, c'est un système qui peut permettre de débarder par tout temps, y compris en période humide, comme on peut avoir en hiver, et effectivement, qui se prête pour le moment plutôt à du bois d'œuvre feuillu de belle qualité. Cet hiver, on a débardé plusieurs coupes à câbles en chaîne de qualité dans des zones qui étaient humides. Voilà, donc je crois que les coûts, vous pouvez les afficher, voilà. Et puis, dans les perspectives, donc diapo suivante, alors, voilà, un mode de débardage envisagé qui est par dirigeable.
Donc, j'ai mis en cours de conception parce qu'effectivement, c'est un projet en cours avec l'entreprise qui s'appelle Flying Wells, qui a été créée pour ce projet et qui a pour objectif de pouvoir débarder et transporter du bois, en particulier en zone de montagne inaccessible. L'objectif étant de pouvoir transporter 60 tonnes de bois et de les prendre directement des sites de coupe, donc des zones, des parcelles forestières, pour pouvoir aller les déposer alors proche des scieries, sur leur place de dépôt ou en tout cas à proximité. Donc ça présenterait l'avantage effectivement de ne plus avoir de transport, enfin de se substituer au transport routier et au débardage terrestre. Donc c'est encore en conception. A priori, on sera quand même plus sur un système adapté à du bois d'œuvre, plutôt de qualité. Mais voilà, tout ça reste encore en construction, donc à suivre avec une échéance probable 2024 environ. Voilà. Bientôt. Et puis pardon. Bientôt. Oui, c'est ça. Et puis pour terminer, alors un petit comparatif pour simplement vous dire que effectivement, si on regarde les différentes solutions terrestres et qu'on regarde ça uniquement par rapport au coût direct, on a effectivement un prix croissant depuis le skidder jusque alors câble aérien et dirigeable parce qu'on sera probablement sur des coûts un peu plus élevés. Mais il faut pouvoir évaluer les solutions, pas uniquement avec les coûts directs, déjà d'un point de vue économique avec les coûts indirects qui sont par exemple la construction de pistes et de routes pour pouvoir rendre accessibles les forêts aux skideurs ou aux porteurs. Donc ces choses-là, il faut à la fois les créer, enfin ces infrastructures, pardon, il faut les créer, il faut les entretenir. Et quand on passe en câble aérien et donc encore plus en dirigeable, on va limiter la création d'infrastructures, donc de pistes pour le câble, probablement de route pour le dirigeable, et ce sont donc des coûts évités qu'il faudrait pouvoir prendre en compte pour évaluer ces solutions. Et puis sur les autres aspects non économiques, mais plutôt soit impact des solutions sur le sol ou sur les arbres, pénibilité et accessibilité, eh bien on voit que les systèmes aériens ont un avantage quand même intéressant, puisque on limite vraiment l'impact au sol. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'études qui montrent que le passage d'engin, dès le premier passage d'engin en fait au sol, on a des tassements selon le type de sol, bien entendu, qui sont importants et qui impactent fortement la fertilité ensuite des sols. Et ce sont des impacts souvent irréversibles, en tout cas sur du long terme. Donc voilà, je voulais terminer en vous disant que il y a différentes solutions et que il faut pas forcément les évaluer. Il faudrait pas forcément les évaluer qu'avec un coût direct, mais aussi avec les différents impacts et les coûts indirects. Après, ce qu'on observe aussi, c'est que selon, enfin, vous me direz si je me trompe, mais quelles que soient les solutions qui sont adoptées pour ces chantiers, on peut avoir pour l'une ou l'autre solution des chantiers très bien réalisés, propres, comme très mal réalisés en fonction effectivement de la météo, des conditions, etc. On peut avoir en plus, selon ces externalités-là, avoir des impacts plus ou moins importants, quel que soit, on va dire. Oui, oui, tout à fait. Le système au skidder ou au porteur peut donner vraiment d'excellents résultats sous réserve, voilà, que ce soit fait dans des bonnes conditions et en respectant effectivement un certain nombre de clauses. Donc oui, il n'y a pas une solution qui est mieux qu'une autre, je dirais. Il y a un panel de solutions qu'il faut pouvoir mettre en œuvre. Et de faire intervenir des chevaux. Alors effectivement, je l'ai pas noté, je l'ai pas noté ici. C'est un système qui existe, qui est qui est peu usité. Je vais pas non plus citer l'hélicoptère, hein,
voilà. Ouais. Mais effectivement, sur du petit bois ou sur du bois énergie, c'est des solutions qui existent. Après, il y a aussi l'accessibilité n'est pas forcément évidente pour ce système-là. En tout cas, en contexte de montagne avec notamment des blocs, des rochers, ça reste plus compliqué. Mais oui, effectivement, c'est un système qui existe, qu'on met en œuvre aussi en montagne. On a des exemples assez couramment et ça permet de limiter quand même globalement l'impact au sol, notamment puisqu'on n'a pas les engins terrestres D'accord. qui pénètrent en forêt. Et puis je vois une autre question, alors je pense que vous y aviez déjà un petit peu répondu. C'est pas une notion de surface minimum pour des chantiers exploitables, mais plutôt une notion de volume minimum, non? Pour exploiter avec ces différents engins que vous avez pu. Alors, avec le skidder ou le porteur, il n'y a pas vraiment enfin, il n'y a pas vraiment de surface ou de volume minimum finalement. On a plutôt effectivement des volumes minimums, comme je le disais, pour le câble, puisqu'il y a une installation fixe. Donc du coup, ce sont des frais fixes à chaque chantier. Finalement, selon la complexité du chantier, on peut mettre 2-3 heures, voire une journée, ou voire plus pour installer la ligne. Et donc forcément, derrière, il y a nécessité de sortir suffisamment de volume pour que l'installation soit rentable. D'accord. Pour le dirigeable, alors aujourd'hui, dans ce qu'on sait, on partirait sur des systèmes finalement de chantier minimum liés on va dire à la masse transportée pour chaque voyage. Donc c'est 60 tonnes a priori. Donc finalement, c'est pas pour le dirigeable de ce qu'on estime, ce serait pas forcément, il y aurait pas forcément une notion de chantier très important, ni en surface ni en volume. Ok, très bien. Merci Madame Rion pour votre intervention. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions a priori, donc on va Merci. enchaîner sur une autre intervention, si le diapo veut bien. Donc là, on passe sur la partie plutôt combustible, une fois qu'effectivement, il y a eu les chantiers en forêt, avec le débardage de la fois du bois d'œuvre, du bois énergie, les connexes aussi issus de la première transformation. Et ensuite, effectivement, ça passe dans les différentes installations, les différents fours. Et là, on va se concentrer sur le bois énergie avec Propellet. Éric Vial, est-ce que tu m'entends? A Oui, priori. c'est bon, je t'entends Si, bien. Voilà, c'était oui, le micro qui on avait du mal à sortir. t'entend d'un petit peu de loin. Ah, alors, je ne sais pas trop comment faire. Hein, est-ce qu'il y a moyen de monter le son? Après, on t'entend sinon, hein, mais Ouais, je suis à côté de mon micro, je ne peux pas bien faire bon, mieux. on Si va faire comme j'essaie. ça. Par contre, Ouais. comme pour les deux précédents intervenants, je vais devoir Alors, comme passer. il va appuyer souvent sur la petite touche qui va Bah bien. ouais, Mais tant bon. pis, je vais essayer de te suivre. Ok, ça marche. Donc, merci pour cette invitation. Donc, je suis Éric Vial de Propellet, l'association du chauffage granulé de bois. Ce que je vais vous présenter sera un peu moins vivant et intéressant, on va dire, que ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, qui était extrêmement intéressant. Et puis en plus, ça fait plaisir de voir ça parce que nous, ça nous amène du connexe pour faire du bois énergie, en particulier du granulé. Donc voilà. Donc moi, j'ai abordé le sujet un peu à la fois sur la partie innovation, à la fois sur la partie feuillu. Ça va être essentiellement des grandes informations générales sur le granulé, mais je voulais quand même préciser dès le départ le point important qui est on parle de granulé feuillu. Bon, est-ce une innovation déjà? Puis qu'est-ce qu'il en est sur ce produit-là? Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que la ressource principale pour faire du granulé, c'est à 90% des connexes de la première transformation du bois. Et on travaille plus de résineux que de feuillu. Donc, évidemment, les connexes sont essentiellement du résineux. Donc, les granulés sont majoritairement du résineux et c'est pour ça que vous avez sur le marché une grande communication qui est faite sur acheter du granulé résineux, c'est ce qu'il y a de mieux. Et dans la pratique, c'est juste parce que la majorité de la production, l'immense majorité, est en résineux. Et puis après, l'autre ressource, c'est les connexes d'exploitation forestière. Très clairement,
Aujourd'hui, quand on fait des coupes d'éclaircies, ben, on utilise le bois qui sort pour faire de la bûche, pour faire de la paillette, pour faire parfois du panneau ou du papier et aussi depuis quelque temps du granulé. Donc, c'est pas une innovation, on va dire, parce que ça a quand même quelques années, mais il y a peu d'usines aujourd'hui en France. Il y en a vraiment une qui fait ça, qui fonctionne avec à 60-70% de feuillus issus d'exploitation forestière, de coupe d'éclaircies. Et on ne fait pas de différence, on est sur la même qualité du granulé, qu'il soit feuillu ou résineux. Et d'ailleurs, aucune norme ou certification ne mentionne l'essence du bois. C'est bien la preuve que ça n'a pas d'importance. Donc, j'insiste lourdement là-dessus parce qu'on a une forêt qui est majoritairement en feuillu. On utilise beaucoup le résineux pour faire du granulé. On n'est pas encore au bout de la capacité de fournir du connexe résineux, mais il y a un potentiel énorme en feuillu et la filière du granulé est à fond aussi pour pousser le développement du granulé feuillu, tel que l'usine à laquelle je faisais référence, qui est BioSilva, qui est dans le 45. Voilà, donc on est là-dessus sur quelque chose de qualité aussi bien avec du granulé feuillu que résineux et potentiellement un gros volume de développement. Et donc là, cette innovation, si on peut dire, d'utiliser les granulés feuillus en connexe d'exploitation forestière, c'est aussi une nouvelle valorisation des ressources bois, au sens où ça apporte de la valeur à des bois qui jusqu'à maintenant étaient peu ou pas utilisés. Je pense encore toujours à la même usine qui est en association avec Unisilva, donc une très grosse coopérative française qui avait des parcelles qu'elle ne pouvait pas exploiter correctement ou pas exploiter du tout parce qu'il y avait un problème de valorisation des connexes de l'exploitation. Voilà. Donc la valorisation des ressources, c'est un point important pour la filière bois, et grâce notamment à notre utilisation qui est le granulé. Alors maintenant, quelques informations sur la production. On a une répartition territoriale de la production qui est relativement bonne, avec peu de blancs, on va dire, sur le territoire et un granulé qui est un produit qui voyage beaucoup. Donc, on n'a pas de souci de ce côté-là pour être présent de partout. On a un fort potentiel forestier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit au niveau du feuillu, mais aussi du résineux d'origine à la base. La filière granulée est fortement intégrée dans la filière bois. Ça, c'est un point extrêmement important. On n'aurait pas de granulé sans filière bois. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait se dire, comme certains le chantent en ce moment sur les réseaux sociaux ou via certaines ONG, qu'on rase des forêts pour faire du granulé. Ce n'est pas le cas. Et je pense que tous les gens qui sont dans ce webinaire en sont conscients. Aujourd'hui, on ne rase pas de forêt déjà tout court pour une raison insensée. Et si on coupe du bois, c'est en premier pour le valoriser avec une valeur intéressante pour le propriétaire. Et c'est du bois d'œuvre ou du bois d'industrie. Et après, on essaye de valoriser le reste en bois énergie et en particulier en connexe pour le granulé. Voilà, quelques informations sur la progression de la production, consommation, export de granulés. C'est juste pour que vous voyez un peu l'évolution. On a une filière qui s'est adaptée avec les scieurs, avec les entreprises autres qui ne sont pas nécessairement des scieurs. Je pense aux coopératives agricoles, je pense aux indépendants tout court qui ont investi dans des machines de production et dans l'achat de connexes. Et donc, on a un développement rapide de cette filière qui est encore vraiment loin d'avoir atteint ces sommets. Voilà, donc une croissance soutenue. Au niveau de la consommation de granulés, ce que je voulais quand même préciser, puisqu'on en entend un peu parler, c'est exclusivement pour la chaleur, en contraste avec la production d'électricité, comme on peut voir dans certains pays. C'est majoritairement du domestique, très majoritairement, mais on a une très forte croissance des deux côtés. Donc, je ne sais pas si le collectif prendra un peu plus de part, mais en tout cas, les deux se développent bien en ce moment. Bon, le chauffage, évidemment, que ce soit sur du chauffage principal ou de l'appoint, chaudière et poêle ou poêle tout court. Et donc, ça nous amène à une utilisation du granulé dans un grand nombre de foyers. Un peu plus d'1 million de foyers se chauffent au granulé actuellement, et pour une bonne part, c'est du chauffage principal. Ce qui est important à signaler, c'est que à ce niveau-là, on n'est plus sur une énergie
on va dire, un peu péjorativement, un bobo écolo, quoi. On est vraiment sur du grand public de tout type, de toute origine sociale, et qui continue d'investir. On est sur des croissances importantes des ventes d'appareils. L'année dernière, sur les chaudières, on a fait plus 100%. Sur les poêles, on était à peu près étal, mais on était à plus de 160 000 appareils. Donc, on est sur des volumes importants. Après, ce que j'avais à ajouter, je ne me rappelle plus. Voilà, évolution des appareils. Donc ça rejoint, hein, ce que Julien avait évoqué en introduction. Donc, on a vu que le granulé feuillu résineux est de qualité. Donc, on a des PCI importants sur ces produits-là. La norme, c'est 4600 kWh par tonne minimum et 5002 maxi. On est largement au-dessus. En général, on est à 4008, 4009, voire 5000. Et les appareils, aujourd'hui, savent bien exploiter ce point-là, que ce soit au niveau des rendements et même au niveau des émissions. Alors, ce n'est pas les PCI qui va influencer les émissions, mais au niveau des émissions, il y a des progrès réguliers. Et les progrès sont à la fois volontaires. Merci d'avancer, s'il te plaît, Julien. Voilà. Donc, les progrès sont à la fois réglementaires et volontaires. Donc, réglementaires, il y a les normes les réglementations, qui soient nationales ou internationales, et en particulier l'éco-design qui vient d'être mis en place pour les chaudières depuis le 1er janvier de cette année et pour les poêles qui sera mis en place au 1er janvier 2022, où là, on a des exigences, que ce soit en termes de rendement et d'émissions, qui sont extrêmement élevées. Et qui demandent pour beaucoup d'acteurs c'est fait maintenant, mais qui ont demandé pour beaucoup d'acteurs de travailler de manière intense sur ces sujets-là, ce qui a amené. Alors après, volontaire, il y a le label Flamme Verte, évidemment, qui est le label qui permet de garantir des conditions et surtout de mettre des aides par rapport à une valeur précise. Et donc, les innovations qu'il y a eu en général sur les appareils, c'est la chaudière à condensation. Hein. Donc, comme toute chaudière à condensation, on a des rendements supérieurs à 100%. Une chaudière, ce qu'il faut savoir, une chaudière classique à granulés, on est sur des rendements à 95%. Donc, on est quasiment au niveau d'une chaudière gaz. Et donc, et encore une fois, quelle que soit l'origine de la ressource, que ce soit du feuillu ou du résineux, on est sur ces choses-là. Une autre innovation, c'est la chaudière ventouse. Donc, on connaît tous les chaudières gaz qu'on a dans les appartements, voire dans les maisons en ventouse. On a la même chose sur le granulé, avec à quelque chose près les mêmes choses. Alors après, on est sur des choses un peu plus coûteuses, évidemment, qu'une chaudière gaz, mais on est sur des durées de vie qui sont quand même aussi bien différentes. Voilà, donc sur l'innovation, moi, j'hésite toujours à parler d'innovation parce que c'est un peu une tarte à la crème. Il y a un vrai travail de fond qui est fait en permanence par les fabricants d'appareils et même au niveau des granulés. Hein. On voit aujourd'hui de moins en moins de défauts ou tout au moins une grande régularité de la qualité à la fois du combustible et aussi, il ne faut pas oublier, la livraison. On avait à une époque des livreurs qui faisaient un peu tout, hein, de la plaquette, des céréales et du granulé au milieu. Là, maintenant, on a vraiment des professionnels qui sont spécialisés avec des procédures de qualité qui permettent d'avoir du granulé qui arrive de qualité dans les chaudières et qui fonctionne bien dans des appareils de bonne qualité aussi. Voilà. Donc, à l'origine, le granulé, c'est quand même quelque chose de très performant en termes de bois énergie. Et on continue sur cette lancée-là avec des performances qui s'améliorent en permanence. Voilà. Merci Eric pour ton intervention. Est-ce qu'il y a des questions sur le granulé? Je vous l'avais dit, c'était moins intéressant que les interventions précédentes. Non, c'est moins illustré, mais le sujet fait que c'est quand même plus compliqué après quand on passe sur les chaudières et les poêles d'illustrer Non, mais j'ai pas. Ouais, c'est des images difficile. de forêt, quoi. C'est un peu compliqué. Bon, tout a l'air d'avoir été. Ah, si, une question. Est-ce qu'on observe une concentration des marques et des modèles aujourd'hui très nombreux? Alors, Une concertation. je pense que la question se concerne les poêles essentiellement, parce que du côté chaudière, on n'est pas du tout dans cette situation, on est plus dans l'inverse, avec une augmentation des acteurs du marché, parce que le marché explose en ce moment. Donc, sur les chaudières, il y a augmentation du nombre d'acteurs. Et sur les poêles, non.
il y a encore des nouveaux acteurs qui rentrent. Après, il y a un côté qui va être différent par rapport aux autres énergies, c'est qu'il y a un côté design et qui va apporter, qui va faire que ça multiplie les acteurs potentiels. Donc, au final, je pense que la concentration sur les appareils ne sera pas en termes de modèle. Par contre, en termes de marque, effectivement, il y a une concentration qui n'est pas visible pour le commun des mortels, mais il y a une concentration significative avec des acteurs qui rachètent des marques. Alors, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais il y a quand même eu MCZ, qui est le numéro 1 en France sur les poêles à granulés, qui a racheté Brisac. Il y a des concentrations entre fabricants de poêles, par exemple à bois, à bûche, français avec des acteurs italiens du poêle à granulés. Donc ça bouge, il y a de la concentration progressive qui se fait, mais sur des choses invisibles pour le commun des mortels, puisque les marques existent, voire il y en a encore d'autres de nouvelles qui arrivent, mais derrière, il n'y a qu'une seule ou moins d'acteurs présents. Il y a une question de Coubois Service. Est-ce qu'il y a des tensions sur le marché de l'approvisionnement en sciure? Bon, alors, en ce moment, pas à notre connaissance. Alors, il y a toujours eu un peu j'appellerais pas ça d'attention, mais une, une- une petite compétition entre différentes applications de la sciure, ou du moins, on peut se dire il y en a plus, donc on n'en aura plus. Non, là aujourd'hui, il y a encore de la marge, on a encore des usines, on a à peu près dans les 10 à 12 mois, on a presque 200 000 tonnes de capacité qui s'installent. Donc non, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La seule chose qu'il y a, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on va progressivement, parce que là, on va atteindre 2 millions de tonnes de production, on va progressivement élargir le spectre des matières premières avec notamment ces connexes d'exploitation forestière, qui est un modèle qui a fait ses preuves et qui permet d'utiliser une autre ressource que celle qui est traditionnelle. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais des chaudières, du coup. Euh, on trouve quelle gamme de puissance aujourd'hui et pour quel type d'usage? Parce qu'on parlait du Ouais. tertiaire, du collectif, etc. Mais du coup, est-ce que tu peux en dire un peu plus? On va dire qu'on va de 5 kW à plusieurs mégawatts. Mais dans la pratique, c'est ce que nous, on est en train on a finalisé une étude là, avec le CIB sur les perspectives d'usage du granulé dans le collectif tertiaire industriel, où on met en évidence que le spectre idéal pour le granulé, c'est quand même moins de 300 kg. Pour plusieurs raisons. La première, qui est la souplesse que le granulé apporte quand on fait le choix du bois par rapport à de la plaquette. Et puis, qui est un point extrêmement important, souplesse d'utilisation, souplesse d'approvisionnement, fluidité du granulé, simplicité des appareils. Et l'autre raison, elle est favorable à la plaquette et largement, c'est le coût. C'est-à-dire que, pas le coût d'installation qui est moins cher sur le granulé, mais le coût du combustible. Et si on est sur des puissances élevées, on va avoir des besoins en kilowattheure et donc en matières premières importants. Et là, on se retrouve vite avec un coût global d'exploitation qui est plus élevé sur du granulé que sur de la plaquette. Alors après, ça n'empêche pas qu'il y ait des cas particuliers sur des grosses puissances. Et en Rhône-Alpes, on en a plusieurs. On a, Oui. Ouais. Avoria avec 1 MW 5, on a Amber avec 2 MW, on a Confluence à Lyon avec 1 MW 5 aussi. Là, c'est des cas particuliers qu'on met en évidence dans cette étude. Et c'est des cas particuliers qui correspondent à un choix du maître d'ouvrage qui est de prendre du bois et qui va rechercher le plus intéressant pour lui. Et là, en l'occurrence, même si au niveau du coût, c'est plus élevé, derrière, vous avez 3 à 4, voire 5 fois moins de camions sur la route du fait de la densité énergétique du granulé par rapport à la plaquette. Et puis, dans le même ordre d'idée, vous avez des stockages, des volumes de stockage moins importants dans des zones à immobilier, à coût d'immobilier élevé. Ça joue énormément, les centres-villes, les stations de ski. Et puis un dernier point, je pense à Avoria en particulier, c'est les températures négatives souvent. Si vous mettez de la plaquette, le taux d'humidité de la plaquette fait que vous vous retrouvez avec un glaçon dans votre silo, et donc le granulé, lui, il ne gèlera pas. Donc c'est un autre avantage du granulé dans ces cas-là. Mais d'une manière générale, en plaine,
des grosses installations à granulés, c'est quand même assez rare, surtout par chez nous, ce qui n'est pas le cas dans les pays scandinaves où on se retrouve vite avec des installations à 10, 20, 30 mégawatts. Mais chez nous, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ok. Bon, merci. Je vais peut-être encore aller 1 minute pour une dernière petite question, en essayant de faire vite. Selon toi, la place des granulés torréfiés dans les années à venir? Bonne question. Ben, je ne la connais pas bien. On en parle beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas fait ses preuves pour l'instant, très concrètement. Nous, on a notre adhérent européenne de biomasse dont on entend beaucoup parler, qui développe son usine en Champagne et qui en a annoncé une autre à Fessenheim. Ça n'a pas fait ses preuves aujourd'hui en production industrielle, même si la CPCU, le chauffage urbain de Paris, en a utilisé plusieurs dizaines de milliers de tonnes dans les années précédentes. Son fournisseur a fondu les plombs. Donc, on attend de voir sur la technologie européenne de biomasse si ça va y aller. Après, sur une utilisation autre qu'industrielle ou collective de masse, nous, on pense que ça va avoir du mal à sortir sur le domestique notamment, ou les petites chaufferies collectives, parce que il y a deux problèmes psychologiques. On est sur un produit noir qui rappelle le charbon, donc c'est pas super attractif. Et puis on a quand même, c'est un produit qui a des odeurs et qui, même si on annonce peu de poussière, fait quand même de la poussière. Et donc je suis pas sûr qu'un particulier va vouloir se retrouver avec un produit noir dans son silo avec voilà. Donc il y a un gros problème psychologique. Et puis aujourd'hui, très clairement, la filière ne poussera pas clairement sur le granulé torréfié, noir, black pellet ou torréfié. Pour le particulier, on a mis suffisamment longtemps à assimiler le granulé blanc et à faire que ça devienne une commodité pour pas mettre en péril tout l'ensemble à cause d'un nouveau produit de ce genre. Pour l'instant, c'est ça la position, mais ça peut évoluer pas dans les 2 ans, mais dans les 5 à 10 ans. Merci Eric pour ton intervention qui était Je t'en prie. très claire. Patricia Maffrey-Desprost en témoigne, hein, dit c'était très clair. Ce n'était pas une question d'intérêt par rapport au diapo. Voilà. Merci. Donc, on va ensuite passer la parole à Mathieu Petit de Fibois Ardèche Drôme, qui va nous présenter les travaux sur l'innovation de la mobilisation du bois énergie et sur la maîtrise de l'humidité des bois pour optimiser les flux. Mathieu, est-ce que tu es là? Oui, bonjour. Parfait. C'est bon, tu m'entends bien? On t'entend. Je te laisse me guider pour les diapos parce que je ne peux pas. Bon, tu peux passer. Donc, bonjour. Donc, Mathieu Petit, moi, je travaille à Fibois Ardèche Drôme, donc l'interprofession Drôme-Ardèche. Bon, c'est une interprofession, voilà, donc bidépartementale avec toutes les missions qui vont avec, de promotion du bois. Et on a une spécificité, c'est vrai qu'on s'occupe pas mal depuis près d'une vingtaine d'années du bois énergie. Et voilà, on a mis avec entre autres la création d'un laboratoire. Et donc, c'est un peu dans ce cadre-là, voilà, que je vais vous parler de ce projet. Et puis, voilà, et ce projet, en fait, qui est un peu en binôme avec l'association CBQ+, qui est une association de producteurs nationale, où on a des entreprises qui sont certifiées ISO et PEFC, ISO 9001, et avec des référentiels un peu spécifiques. Et c'est un travail un peu, voilà, qui est né de ces deux structures, qui est en cours en ce moment. Voilà. Donc, le sujet, c'est clairement l'humidité et la mesure de l'humidité du bois, alors surtout bois énergie. Donc, on est plutôt plaquettes et broyat. Voilà, plutôt orientation chaufferie, voilà, pour plaquettes et broyat, quel que soit le gisement. En fait, aujourd'hui, donc, on vend de plus en plus au mégawattheure. Et ça a un intérêt, reste là-dessus, voilà, c'est qu'en fait, l'humidité, on en a besoin, c'est un des paramètres importants pour garantir une bonne combustion. En fait, sur une chaufferie, quelle que soit sa puissance, il faut qu'on arrive à maintenir une plage d'humidité, pas forcément une humidité spécifique, mais une plage d'humidité constante toute la saison. Et il faut qu'on puisse fournir un produit qui est bien adapté à l'installation. Donc, j'ai juste mis ces deux illustrations. Ça, c'était un peu un préambule, mais c'est pour rappeler, des fois, on dit que les grosses chaufferies bois, c'est pas si bien que ça, parce qu'elles brûlent du bois humide. C'est l'image de gauche. Le bois humide, il faut bien être conscient, on a besoin dans ces chaufferies de mettre du bois humide, pas pour brûler de l'eau, mais c'est parce qu'en fait, le corps de chauffe est tellement grand que la phase de séchage du bois doit être de fait plus longue pour qu'on la brûle au bon endroit dans la chaudière et optimiser la combustion et éviter la pollution
atmosphérique. Donc, on a besoin d'un bois humide. Un bois trop sec brûlerait trop vite et ne brûlerait pas au bon endroit dans la chaudière, et donc on n'aurait pas une optimisation de la combustion. Et c'est tout l'inverse pour les petites chaufferies domestiques ou les petites collectivités. La photo de droite, où là, le corps de chauffe, vous voyez clairement, hein, qui est beaucoup plus petit. Et là, il faut qu'on ait un bois directement qui puisse être brûlé tout de suite avec la phase de séchage, qui est une des phases de la combustion du bois, qui soit le plus court possible. Donc voilà, et sur l'humidité, bien sûr, il faut que vous demandiez une humidité aussi qui est adaptée au process des entreprises. C'est-à-dire que des fois, voilà, il faut demander des humidités qui sont faisables pour les fournisseurs de bois. Donc, ce paramètre de l'humidité, donc il est intéressant parce qu'on livre des mégawattheures, et donc c'est un des unités qui sert à calculer le mégawattheure, parce que le mégawattheure, on le calcule avec l'humidité et le poids du camion. Et une fois qu'on a cette humidité, on va aussi, en étant capable de la donner tout de suite à la livraison des camions, de permettre aux opérateurs de piloter les installations pour garantir une bonne combustion. Et donc, si on facture avec l'unité mégawattheure, ça sert à payer le bois. Aujourd'hui, en fait, en réalité, l'humidité, c'est quand même un des paramètres les plus compliqués à mesurer par rapport à cette histoire de mégawattheure. Le poids, c'est très facile, on passe sur des bascules, c'est tout très, très simple à gérer. L'humidité, c'est plus complexe. On n'a qu'une seule vraiment appareil qui est fiable pour nos produits de plaquettes, qui est l'étuve, que vous avez sur la gauche, qui est le seul appareil aussi reconnu au niveau des normes internationales. L'étuve, elle est fiable en tant que telle, hein. La mesure à l'étuve est très fiable. Les deux problèmes qu'on a sur l'humidité, c'est le problème numéro 1, c'est l'échantillonnage. On est sur des produits très hétérogènes, hein. La plaquette, vous voyez, je pense si tous voyez un peu, même pour une chaufferie dite industrielle qui va recevoir un camion de plaquettes forestières et puis juste après un camion de mélange avec de la plaquette et du broyat de palettes ou de déchets, enfin, on va avoir des très grandes hétérogénéités, et voire même hétérogénéité au sein d'un même camion. Donc, c'est très compliqué de faire un échantillonnage représentatif, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, pour les process, comme je pense on va faire le parallèle avec Eric Vielle sur les usines à granulés, qui, eux, travaillent plus sur de la poudre, une fois qu'avant de faire le granulé, qui vont beaucoup mieux maîtriser, sont beaucoup plus homogènes. Et au niveau de l'échantillonnage, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, des fois, au mieux, on fait 2 petites barquettes de 2 litres pour mesurer l'humidité d'un camion de 90 mètres cubes. Donc, ça vous donne un peu l'idée comment l'échantillonnage peut… si on est sur un produit hétérogène, le risque qu'il peut y avoir sur cet échantillonnage. L'autre souci qu'on a sur la mesure d'humidité, c'est qu'on ne l'a pas en instantané. Alors, donc, il faut plusieurs heures de séchage à l'étuve. Là où on peut s'en sortir, c'est quand l'exploitant de la chaufferie demande aux fournisseurs de passer par des plateformes, hein, donc avec un produit qui est stocké, donc souvent un peu plus cher, mais qui est stocké pour garantir aussi une meilleure qualité. Là, les entreprises peuvent faire des mesures en amont sur les stocks et donc donner l'humidité à la réception. Mais par contre, pour tout le volume qui est géré en ce qu'on appelle le flux tendu, c'est-à-dire en fait, on vient juste de le broyer et on le livre, que ce soit en forêt ou sur une plateforme, c'est pas possible donc de donner l'humidité. Et l'intérêt de l'humidité n'est pas là que pour le prix du bois, elle est là pour aussi piloter l'installation. Donc là, tu peux passer. Donc c'est un petit peu le constat. Et donc l'idée qui trotte dans la tête un peu de pas mal d'entreprises depuis quelques années, là, surtout au sein du groupe La CVQ, c'est de voir comment on pourrait faire en sorte de réussir à plus avoir d'échantillons et en gros d'avoir de la mesure instantanée. L'idée, ça serait ça. Le gros avantage qu'on y verrait, c'est d'une part informer les clients des réceptions des camions, mais aussi pouvoir orienter nos camions en fonction de la qualité, en fonction de l'humidité qu'on vient de broyer. C'est de mieux maîtriser et donc de mieux maîtriser aussi le combustible qu'on livre en chaufferie. Alors, sur ces technologies-là, ce n'est pas tout nouveau, hein. Les technologies de mesure instantanée sur l'humidité, ça existe, il y en a plusieurs. Et entre autres, nous, sur notre projet, vous allez voir, on s'est intéressé à la technologie infrarouge, tout simplement parce que c'est une technologie qui est déjà utilisée sur cet élément qui est l'humidité, ce paramètre, qui est aussi utilisé en chaufferie. Là, c'est un des exemples. Il y en a d'autres comptes, par exemple, qui proposent des capteurs de mesure infrarouge en amont, juste avant l'entrée en foyer, en fait, ce capteur n'est pas là pour donner l'humidité du camion qui vient d'être livré, mais plus pour donner l'humidité, juste pour piloter les réglages d'entrée d'air et optimiser la combustion. Donc, c'est des choses qui existent, mais qui sont souvent des machines un peu grosses. Et donc, l'idée, nous, c'était… Donc, tu peux passer, Julien. C'est de monter un projet de recherche pour essayer de voir comment on pourrait
à partir de cette technologie infrarouge, réussir à miniaturiser un capteur, parce qu'aujourd'hui, les capteurs qu'on voit sont quand même des capteurs assez gros, le miniaturiser et réussir à l'embarquer dans nos machines, alors essentiellement les déchiqueteuses, qui est le On n'entend plus. projet qu'on a monté. Si, Tout moi je ça t'entends. Ah, vous m'entendez plus? D'accord, bon, je Là. continue. Oui, c'est mieux. Donc, Si, c'est bon. Ici, moi, je t'entends bien, moi. Ok. ok, donc on a monté voilà, un peu ce projet-là en soutien donc avec la DRAF, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de la Drôme, là, au travers du fonds stratégique forêt-bois. Et donc, on a monté un projet multi-acteurs où on a réuni pas mal de fabricants de machines. Vous les voyez sur la gauche. Donc, l'association Cevecbus, des prestataires de broyat, la société Compte pour avoir aussi son auto-expérience, Coriance en tant qu'exploitant forestier et Edit, qui est un fabricant français, un des rares fabricants français de capteurs infrarouges. Edit, qui est une société du groupe CFM qui est basée en Ardèche. Voilà, tu peux passer. Donc, on a monté ce projet qui s'appelle Autolab 36K, bon, avec un logo assez, enfin, voilà, assez bizarre. Mais l'idée, c'est implanter ce capteur infrarouge dans nos machines. Ça va nous permettre donc de connaître parfaitement l'humidité, bien parfaitement, parce qu'en fait, au lieu de passer à de 2 mesures par camion, ce que je vous explique sur la droite, le capteur, en fait, il va faire plusieurs mesures par seconde. Et donc, on a calculé, en gros, sur le temps qu'on met aujourd'hui pour remplir une semis en forêt, on aurait quasiment 3600 mesures. Donc, c'est-à-dire que la moyenne de ces 3600 mesures serait de toute façon beaucoup plus fiable que les 2 barquettes qu'on pourrait faire quand bien même on essaierait de faire le meilleur échantillonnage possible. Donc, on serait vraiment sur une humidité vraiment parfaite et on pourrait surtout aussi avoir vraiment si jamais dans le camion il y a de la variation, il y a une grosse variation parce qu'on passe par exemple quelques billons secs et des billons humides, tout ça, ça sera pris enfin voilà, ça apparaîtra en fait. Donc, on aura vraiment une meilleure représentation. Et surtout, on aura l'humidité directement dans la cabine de la machine et donc on est capable d'orienter pour les certains gros faiseurs vont être capables d'orienter leur camion par rapport à leurs clients, puisqu'on a voilà, certaines entreprises partout en France, certaines qui ont plusieurs commandes journalières et donc ils peuvent et pas tous dans la même chaufferie et donc ils peuvent orienter en fonction de l'humidité puisqu'on va savoir qu'il y a certaines chaufferies qui tolèrent plus ou moins sec ou plus ou moins humide. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on va pouvoir optimiser les flux de bois et voilà, gagner en performance aussi sur le bois énergie. Passer. Donc ce projet il a été lancé en fin 2019, donc on est en plein dedans. La première étape qu'il a fallu qu'on fasse, c'est créer une calibration spécifique à nos produits. Donc là, je vous ai mis un petit panel de nos produits. On a de tout, toute granulométrie, toute couleur, toute humidité, différents gisements. C'est pas toujours du bois, il peut y avoir de l'écorce, il peut y avoir de la palette, du déchet vert, de la branche, du tronc. On a un peu de tout. Donc, il a fallu qu'on crée d'abord une calibration de l'appareil, le calibrer. Et surtout, une des choses qu'on a voulu, c'est le calibrer sur toute la plage d'humidité du bois, c'est-à-dire aller de 10 à 60%. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas. La plupart des appareils qui sont vendus, que ce soit en infrarouge ou autre chose, vendent toujours 2 calibrations, une dite bois sec et une dite bois humide. Et donc ça, ce n'était pas convenable, puisque si c'est dans un but de vendre, on ne pouvait pas laisser l'opérateur choisir un coup je suis sec, un coup je suis humide. Et, enfin, voilà, donc il fallait qu'on puisse avoir quelque chose de robuste, dédié à nos produits, mais surtout qui prenait bien toute la plage du produit. Tu peux passer. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de finir en fait depuis. On a lancé le projet en fin d'année 2019. On a démarré réellement fin janvier 2020 là. Donc on est en train de finir. On a acquis là donc plus de 300 échantillons donc là au sein de notre laboratoire où on a fait où en fait chaque échantillon passe sur le capteur et passe en étuve plusieurs fois et donc nous permet d'avoir de réajuster le capteur parce que le capteur en fait lui ce n'est rien d'autre que donc c'est une lampe LED qui va aller dans l'infrarouge et mesurer grâce à des filtres, aller chercher dans l'infrarouge des longueurs d'onde spécifiques. Donc quand je parle calibration, là je vous mets un des extraits, mais on est allé aussi jusqu'à regarder les longueurs d'onde qui étaient les meilleures. Parce qu'on peut, sur l'humidité, c'est connu, ça scientifiquement, il existe plus de 3 longueurs d'onde qui peuvent être utilisées. Donc voilà, on a fait tout ce travail-là de
un peu un travail de laboratoire pur et dur, pour arriver aujourd'hui sur la calibration qu'on a avec un peu près de presque 300 échantillons, des résultats où on est à plus ou moins 3 points par rapport à ce que dit l'étuve quand on mesure donc à chaque fois sur des petites quantités où on met l'ensemble à l'étuve. 3 points, ça peut paraître beaucoup pour des professionnels. C'est en fait, au final, c'est 3 points. Donc aujourd'hui, on a des soucis et des fois, on observe des problèmes entre fournisseurs et clients. Les problèmes, on ne parle pas de 3 points, on parle des fois 15 points d'écart sur 2 mesures faites par 2 personnes différentes sur le même camion, quoi. Donc, descendre à 3 points d'humidité, c'est quand même, on est sur une performance qui est nous ne sommes pas trop mal. L'étape 2 qui va démarrer, donc là on est en train elle va démarrer surtout à l'automne, ça va être d'embarquer le capteur sur les déchiqueteuses. Donc là, c'est pour ça qu'on a associé dès le départ beaucoup de marques de déchiqueteuses, puisque donc là j'en mets une en photo, mais ils sont 4 ou 5 à être derrière, puisqu'en fait on a travaillé avec les usines de chaque marque pour s'assurer que le capteur puisse être mis de la même manière au même endroit chez tout le monde. Donc voilà, on a trouvé la place qui est sur la goulotte. Alors cette place, elle était déjà plus ou moins dictée, puisqu'en fait, il faut savoir qu'au niveau de la céréale, les gros céréaliers ont déjà sur leurs ensileuses ou leurs moissonneuses des capteurs de mesure instantanée. Il y a entre autres l'humidité, mais eux, ce qui les intéresse, c'est plutôt des fois aussi d'autres éléments, les protéines ou autres, au moment des récoltes. Et les capteurs sont mis exactement à cet endroit-là. Donc bon, voilà, on a pu le travailler. Enfin voilà, il y a eu quelques échanges avec des fabricants comme Claas ou autres pour valider ça. Et donc voilà, donc ces tests qui vont avoir lieu donc en Rhône-Alpes sur le secteur, je pense Isère, Drôme, à partir de l'automne, et où on va aller vérifier de toutes nos mesures qu'on a pu faire d'une manière statique en fait en laboratoire, voir aussi comment ça se passe en réel. Donc ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on va voir, c'est est-ce que d'une mesure statique, donc d'un point donné, est-ce que quand on fait passer tout un camion, donc tout un flux de bois et qu'on fait les moyennes, et vérifier est-ce qu'on est fiable, enfin est-ce qu'on améliore la fiabilité, est-ce qu'on est sur des produits, est-ce qu'on ressort des humidités qui sont plutôt convenables et correctes. Regarder aussi comment se comporte le capteur dans la machine, parce qu'on l'a fait exprès volontairement, on le met dans une déchiqueteuse qui est peut-être la machine où il y aura plus de contraintes techniques. Voilà, parce qu'on est dehors, on va être en forêt, c'est une machine qui après, quand elle ne travaille pas, elle roule. Enfin voilà, il y a toutes les contraintes qui sont liées à ça. Et donc le but de cette année par rapport au projet et au soutien qu'on a pu avoir financier, c'est surtout ça, c'est de pouvoir se calibrer et de pouvoir faire des premiers tests. En fonction de ces tests, l'objectif final, c'est pour ça aussi qu'on a des exploitants dans le projet, c'est de réussir à le faire reconnaître et accréditer. Alors, on parle d'accréditation pour les mesures, ce sera peut-être un autre terme. Donc ça, on sait pertinemment que c'est quelque chose sur 1 à 2 ans, puisque le but du jeu final de tout ça, c'est de pouvoir arriver sur une solution où le fournisseur fournit comme un ticket de pesée ce ticket de mesure d'humidité qui fait foi et qui où on n'a plus besoin de faire de contre-mesures derrière. Ça demandera forcément des étalonnages, mais comme les ponts basculent en fait aujourd'hui. L'autre avantage qu'il y a d'un point de vue optimisation, enfin développement du bois énergie, c'est que si on arrive à ça, alors ce capteur, je vous rassure, il coûte, hein, on parle de capteurs à quelques dizaines de milliers d'euros. Enfin voilà, on est sûrement entre 10 et 15 000 euros le capteur, donc ça va être dédié à des entreprises qui font de l'industriel, qui sont sur des entreprises à plus de 10 000 tonnes par an, mais on en a, c'est quand même le gros de nos entreprises en France. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en développant ce capteur-là, on va pouvoir aussi éviter les charges qu'on a qui pèsent sur la filière, que ce soit côté exploitant-fournisseur, sur toutes les personnes qui font les mesures quotidiennement à chaque camion. Aujourd'hui, sur la plupart de nos chaufferies industrielles, chaque camion, il y a un prélèvement, il y a un opérateur qui prélève, avec tous les problématiques de sécurité qu'on a et qui sont de plus en plus regardées aujourd'hui, de sécurité, de faire des prélèvements derrière les camions. Et donc, on va pouvoir enlever aussi ces coûts-là qu'on a actuellement. Donc, c'est voilà un petit peu l'idée du projet. Donc, c'était plus pour vous en parler. C'était une des premières fois qu'on en parle, là, puisqu'on commence à avoir quelques résultats. Donc, c'était l'occasion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette grande explication très claire. Vu le timing, s'il y a des questions, je vous invite sur ce sujet-là à directement contacter Mathieu. Il a laissé ses coordonnées, juste parce que sinon, on ne va pas être équitable par rapport au dernier intervenant. Donc, je passe assez rapidement. Merci, Mathieu.
du coup, j'appelle Monsieur Gérard Paulier, qui va venir là nous parler d'une autre innovation, effectivement. Alors, on repart un peu plus sur l'amont de la filière avec une application mobile qui peut simplifier la logistique des bois. Donc là, je vous laisse la C'est parole. ça. Je vous laisse la parole. Si on dépasse de quelques minutes, c'est pas grave, prenez le temps de l'explication. Par contre, pour les questions derrière, j'inviterai les participants à directement vous contacter pour d'éventuelles Très, questions. très bien, oui, Guillaume. Ben, merci Julien. Bonjour à tous. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Ok, donc je vais faire bref, rester sur la première slide parce que je vais me présenter rapidement. Donc moi je suis Gérard Pellier, j'ai travaillé depuis une dizaine d'années. En fait, j'ai lancé une petite société dans le domaine de la mobilisation de biomasse et de la distribution de combustible. Et c'est vraiment impressionnant de voir le chemin parcouru là depuis une dizaine d'années avec les innovations qui ont été apportées à la filière. Et du coup, en travaillant dans le domaine, je me suis occupé de la gestion d'une plateforme pendant quelques années. Je me suis rendu compte que, alors, malgré les progrès dans différents domaines, il n'y avait pas forcément des outils qui permettaient de faire un suivi simple et efficace des différentes opérations logistiques qui prennent place dans le secteur. Donc, j'ai eu l'idée en fait de développer une petite application mobile que je vais vous présenter. Et pour vous finir le contexte sur la société, donc il y a quelques mois, je suis entré en relation avec la société Fletesia, qui est une société qui édite un logiciel dans un autre domaine, qui était intéressée par une diversification. Donc on a discuté et on est tombé d'accord pour travailler ensemble donc, autour du développement du logiciel, parce que développer un logiciel, c'est un effort continu et coûteux qui demande des ressources importantes. En termes de compétences, et on avait ça dans la société Fletesia. Et puis également, on peut assurer une assistance client qui est également un élément différenciant. Donc, voilà pour le contexte. Et on est basé à Montbonneau, juste à côté de dans la région. Alors, ouais, si vous voulez passer la slide suivante. Donc, je vais faire le lien avec le contexte qui a été rappelé largement depuis ces 3 jours par les différents intervenants. En fait, donc on a bien compris que la mobilisation du bois énergie va continuer d'augmenter pour on a bien compris, on a bien noté que c'est une énergie vertueuse en termes de bilan carbone. Et donc, c'est important que cette mobilisation continue de se développer. Il y a de plus en plus aussi des enjeux de compréhension de ces flux qui sortent des forêts, qui génèrent des transports, des greniers sur les routes, etc. Donc, on a vu que les territoires et les élus souhaitent un petit peu mieux appréhender ce qui se passe et avoir des outils qui sont peut-être plus simples et plus efficaces pour mesurer tout ça. Et puis, on a également des enjeux de traçabilité. Donc, nous, on est un petit peu au milieu de tout ça et on essaye modestement d'apporter notre contribution à l'écosystème et on essaye de répondre simplement à 2 questions. Et on a vu sur le terrain que ce n'était pas forcément évident d'avoir toujours ces réponses pour un gestionnaire, de savoir quel niveau de stock ils ont sur le terrain. Et puis, pour un transporteur, comment il peut communiquer efficacement l'information dans un contexte où les gens sont désireux d'avoir des outils simples sur des supports qu'ils utilisent déjà aujourd'hui, comme les smartphones, et de pouvoir communiquer simplement les informations. Donc voilà où on se situe. Alors, très rapidement, donc j'ai fait 2 copies d'écran de l'application. Donc, on a vraiment voulu travailler en fait sur la simplicité et l'ergonomie. Ça, c'est vraiment des thèmes qui nous sont chers. Et on s'est rendu compte, chemin faisant, que faire simple, c'est compliqué. Et que nous, le positionnement, c'est justement d'avoir une application simple et ergonomique pour des petits acteurs qui soient qui se focalise vraiment sur les fonctions essentielles, qui soient très, très simples à approprier pour des gens dont la vocation primaire, ce n'est pas de faire de l'informatique, je vais dire, mais c'est d'avoir des outils qui leur simplifient la vie. Donc, nos cibles, ce sont les
les gestionnaires, les entrepreneurs de travaux forestiers et les transporteurs. Donc, vous voyez deux exemples d'écran, une vision cartographique des flux, donc c'est des cas réels, hein, et puis une vision liste des informations. Et on a mis l'accent aussi sur l'aspect collaboratif avec une application qui permet en fait de renseigner un certain nombre d'informations sur l'accessibilité des stocks en forêt, ce qui va permettre au transporteur en fait d'optimiser son déplacement et sa logistique en ayant directement des informations d'accessibilité. Voilà, je te laisse passer la slide suivante. Donc, le processus, très simplement, hein, c'est donc la personne sur le terrain qui est à la source de l'information et qui est en amont de la chaîne, donc l'entrepreneur de travaux forestiers, en fait, géolocalise simplement avec son smartphone, là où il est, il prend une photographie de la pile de bois, il décrit rapidement, il y a quelques informations essentielles en termes de volume, d'essence, et puis il peut rajouter des informations en termes d'accessibilité. Ça, c'est envoyé directement sur un serveur central de façon sécurisée et qui est accessible par le gestionnaire, qui peut ensuite consulter, avoir une visibilité globale des stocks et ensuite qui peut affecter l'information à son transporteur. Donc, en fait, il y a deux versions de l'application. Une version mobile pour les gens qui sont sur le terrain, donc l'entrepreneur de travaux forestiers, le transporteur, et puis une version bureau pour le gestionnaire qui est à son bureau et qui peut donc planifier l'information. Alors, ce qu'on dit de nous, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est nos clients qui en parlent. Donc vraiment, on est content parce qu'en termes d'ergonomie, de simplicité, on a fait mouche. Et puis l'autre aspect qui ressort, et ça a été une surprise pour nous aussi, c'est de s'apercevoir que souvent les stocks sur le terrain sont méconnus et en général sous-estimés. Et donc c'est important d'avoir un outil qui permet de les estimer avec précision, puisqu'il y a un certain nombre de financements qui dépendent du niveau de stock. Donc ça, c'est les principaux retours sur le terrain. En termes de… Alors, nous, comme je le disais, on a volontairement délimité le périmètre à des choses essentielles. Et notre philosophie, c'est de s'intégrer en fait en fonction des besoins du client à son système d'information d'une part. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Et puis, on a fait un petit tour de ce qui existait sur le marché. Alors, certains d'entre vous connaissent probablement la plateforme Emobois, qui est une autre philosophie en fait, et qui a visé à uniformiser en fait les formats d'information et les flux entre les différents acteurs. Donc, on est en train de travailler avec le CBA pour s'intégrer à cette plateforme. Et on pense que le fait de s'intégrer est à la fois un atout pour Woodstack et également intéresse la plateforme au sens où ils pourront mobiliser plus d'utilisateurs. Et on travaille avec une société qui s'appelle Dashdoc, qui fabrique des lettres de voitures électroniques pour les petits transporteurs et qui est intéressé aussi de travailler avec des gens du milieu du bois. Et puis je rajouterais, je ne l'ai pas mis sur la slide, mais c'est quelque chose qu'on regarde et on a une sensibilité par rapport à ça, parce que le monde du numérique a aussi un impact carbone, c'est souvent méconnu. Mais toutes les applications qu'on utilise tous, que ce soit les smartphones, les applications Internet, les applications de vidéo-communication comme Zoom sur laquelle on est tous aujourd'hui, ont un impact carbone et on a les moyens de réduire cet impact. Et c'est des actions aujourd'hui qu'on pousse parce qu'elles sont importantes pour nous et également pour les collaborateurs qu'on emploie et parce qu'on trouve que c'est finalement cohérent dans une filière qui se préoccupe de ça, que nous aussi, on ait une contribution vertueuse aux impacts carbone. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. En termes, j'ai pas mis de slide. Alors, on est une société commerciale, hein, donc on commercialise notre application. On s'est vite rendu compte que, en fait, dans ces domaines, la question c'est qui paye et pour quelles raisons les gens paieraient l'utilisation d'une application. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les gens qui tirent bénéfice de l'utilisation de l'application, c'est-à-dire les gestionnaires, de par une meilleure connaissance de leur stock, une
optimisation administrative, et les transporteurs par une meilleure organisation logistique, eux sont prêts à payer. Et on parle de quelques dizaines d'euros par mois. En revanche, les entrepreneurs de travaux forestiers sur le terrain, on s'est rendu compte qu'ils étaient c'était pas forcément pertinent de les faire payer parce qu'eux-mêmes, justement, sont à la source de l'information. Ils ne vont pas en bénéficier directement, ils vont en faire bénéficier les autres acteurs en aval. Et donc, pour eux, l'utilisation est gratuite. Voilà, donc on est à il est midi, je suppose que Vous avez la fin. parfaitement respecté le timing qui vous restait. Voilà, donc on sera ravis de répondre à questions, soit en live. On peut prendre une ou deux questions si jamais il y en a, vu qu'il est pile 12 heures, et puis pour les autres, ça pourra se faire en aparté. Là, a priori, moi, sur l'écran, je ne vois pas de questions. Nicolas. Je vais poser une question. Alors, du coup, concrètement, l'utilisateur, celui qui remonte la donnée, il le fait selon quelle modalité exacte il géolocalise et… Ouais, du coup, lui, il a la version mobile de l'application. Donc, principalement, il est sur le terrain, il photographie le tas de bois, il le décrit rapidement et en fait, il ne se préoccupe pas de savoir, parce que je vous ai caché les détails, mais les détails là-dessous, c'est est-ce qu'il y a le réseau, pas le réseau, est-ce que le GPS permet de géolocaliser en forêt ou pas. Il se préoccupe pas de tout ça, il envoie l'information et l'information est transmise soit directement s'il y a du réseau, soit se synchronise ensuite une fois qu'il y a à nouveau du réseau et est centralisé et sécurisé sur le serveur central. D'accord. Est-ce que j'ai répondu? Oui, très bien. Une autre question, c'est sur le nombre d'utilisateurs actuellement de l'application. Nous, on est en phase de démarrage, donc on a quelques clients payants, on est en prospection active auprès d'autres clients et on est équipé et on s'équipe et on s'organise pour prospecter encore plus efficacement dans un contexte qui est celui qu'on a connu récemment. Aujourd'hui, effectivement, les préoccupations opérationnelles priment et voilà, donc on est de toute façon désireux de se développer et une fois encore, ce qu'on souhaite vraiment, c'est avoir des cas d'utilisation sur le terrain et on se rend compte que chaque client est spécifique et donc on a, c'est vraiment la philosophie de l'application, la possibilité de s'intégrer avec le système de gestion qui existe en général dans l'entreprise parce qu'en général, il y a même pour les petites entreprises, il y a un système de comptabilité, il y a éventuellement un système logistique avec lequel on s'intègre. Donc, nos savoir-faire, c'est vraiment de s'intégrer avec ces applications. Ok. Merci, M. Paulier, pour votre intervention. Ouais. Nicolas. Merci à vous. Merci. On remercie tous les participants pour cette semaine qu'on a déroulée sur tous les sujets liés au bois énergie. Je pense qu'on a été assez exhaustif et abordé différents sujets. Oui. N'hésitez pas à vous renseigner sur le comité stratégique bois énergie qui rassemble tous les acteurs du bois énergie si vous n'en faites pas partie pour nous rejoindre et puis contribuer aux différents groupes de travail qui fonctionnent sur les sujets et puis retrouver toutes les interventions, tous les ateliers qui ont été proposés au long de cette semaine assez rapidement, je l'espère, sur nos sites internet pour pouvoir les partager aussi avec d'autres acteurs. Merci encore à tous et puis on vous tient de toute façon informé de l'actualité via notre newsletter Bois Énergie qu'on édite avec Fibois Aura tous les 3 mois.